Bonjour ou bonsoir à tous vous qui regardez les vidéos, que ce soit le jour ou la nuit, c'est DVD Pro Catch. Oui, encore sur un coffret, mais cette fois-ci un spécial catcheur. Et pour le reste, ben, on y reviendra. Mais tout d'abord, je vous présente directement le coffret qui m'a beaucoup plu aussi. Car quand j'ai regardé, ben, il m'a énormément bien plu. Je vais vous montrer ça tout de suite. Donc, For All Mankind, The Life and Career of Mick Foley. Donc oui, 3 DVD sur la carrière de Mick Foley. Et là, ça se voit que Mick Foley, ben, il est en train de lire une histoire avec Monsieur Socko à la main. Et là, on voit les lunettes de Dude Love et les livres qu'il a écrits de lui-même. Donc, il n'y a pas à dire. C'est stylé. J'adore le décor, un peu le côté riche de Mick Foley, même s'il n'a pas, on va dire, un côté bankable. Mais j'adore le côté un peu riche. Et pareil, les tableaux, ça retrace un peu ben, ses gimmicks. Là, on voit ben, Mankind, encore là, Cactus Jack, Dude Love, Mick Foley, dans Hell in a Cell. Et ça, c'est tout le réfifi de ce qui se passe. Et il est en français. Ensuite, pour l'intérieur, vous savez qu'il y a 3 DVD, mais regardez-moi ça. Des smileys. Donc, le smiley de Dude Love, le smiley de Mankind, et le smiley, ben, soit de Cactus Jack ou Mick Foley, tout simplement. Mais j'adore, c'est vraiment beaucoup stylé. En tout cas, c'est vraiment sympa, la présentation. Alors, sur DVD 1, ça c'est un reportage où il va pas mal retracer ben, sa vie et aussi sur sa carrière. Donc, tout est écrit là. Et pourtant, quand on pense à Mankind ou Mick Foley, on se dit, oui, c'est quelqu'un qui adore prendre des sacrifices. C'est quelqu'un qui aime prendre des risques pour divertir la foule. Alors oui, des risques il en prend, mais au moins il sait comment se mettre le public dans la poche. Sans les prendre pour des abrutis. Mais voilà. Donc tout d'abord, une belle histoire. Donc là, il nous présente son histoire. Comme quoi qu'il a eu une enfance entre les deux, entre normale et un peu mitigée. Donc belle histoire, un enfant, ouais, un délic. Après peut-être qu'il a un petit peu connu le côté un peu rugueux de la rue, hein, vu comment Mick Foley, avant d'être catcheur, ben, c'était avant tout un mec normal. Et il n'était pas aussi gros que ça, il était très mince, il était hyper mince, et qu'il n'était pas encore passionné de fan de catch, je crois. Parce que je crois quand il parle de son enfance, ben, je crois bien qu'il n'était pas encore fan de catch. C'est quand il va aller au Madison Square Garden, voir Jimmy Snuka affronter un catcheur dans un match en cage, où il a été repéré par les caméras d'AdBlood. Et il n'était pas le seul, car Bubba Ray Dudley, c'était pareil aussi. Car ils étaient 2 dans la salle. Donc un grand fan. C'est là où il parle, depuis qu'il a découvert le catch ben, sur place, ben, il est devenu un fan. Car on voyait ben, les vidéos qu'il faisait lui-même avec ses potes. Et qu'il essaie déjà de s'inventer un personnage. Sans déconner, il s'inventait déjà un personnage, notamment le personnage de Dude Love. Et ben ça venait dans les images d'archives que vous allez peut-être découvrir dans son reportage. Je le dis pour les principaux intéressés, hein. Si vous n'êtes pas fan de ce type, qui est Mick Foley, Mankind, Cactus Jack, Dude Love, appelez-le n'importe quel nom, mais vous pouvez que l'appeler Mick Foley. Si vous n'êtes pas fan de lui, ben, c'est dommage. Si vous êtes fan et que vous avez envie de découvrir tout sur sa carrière, ben, allez-y, foncez. Donc c'est là où il s'entraînait pas mal. Il s'entraînait sur son personnage, mais aussi il faisait des pompes, il s'échauffait. Et aussi, je crois qu'il était, on va dire, chez lui, où il était en train de monter à l'échelle sur le panier de basket,
où il faisait un splash et que et qu'après à l'atterrissage, il saignait de la bouche. Alors qu'il y avait personne, hein. C'était que lui qui faisait du porte nawak, quoi. Ou encore, euh, ou encore quand il a été dans le toit d'un de ses amis, où il saute du toit et qu'il atterrit dans le matelas ou dans le truc en bois, je pense, qui a un peu la ressemblance d'une table. Donc, c'est tout ce que je peux dire là. Les entraînements, ça c'est quand il commence à aller dans une école de catch. Je ne sais plus le nom de son entraîneur, mais en tout cas, il l'a un peu entraîné et qu'il a fait un petit peu en chier. Car je crois que Mick Foley parle, quand il s'entraînait, il en a sué, il en a chié pour en arriver là. Et c'est en travaillant dur qu'on arrive, tout simplement. C'est ça ce qui fait ressortir la passion et l'envie de faire ses preuves. Et que Mick Foley a dû faire des sacrifices. Donc quand il a commencé à faire du catch, notamment à s'entraîner et à catcher par-ci par-là aux États-Unis, même je crois qu'il a fait un peu le tour du monde, il a passé du temps sur la route. Donc quand il est sur la route, c'est sûr, il a fait des sacrifices, il a, je crois, un peu quitté sa famille pour tenter dans le catch. Et aussi, comme il disait, il montait le ring avec les autres catcheurs avec eux. Et ça se passe comme ça, dans le catch qui n'ont pas beaucoup de moyens, parce que faut pas croire qu'aux États-Unis, il y a des équipes, il y a des staffs pour tout régler tout ça. Hein. Un show à l'américaine, c'est pas toujours ça. Car quand on n'est pas très connu, mais qu'on fait des spectacles, c'est nous, en tant qu'élèves, et les catcheurs, qui sont déjà bien établis, et un petit peu de l'équipe pour un peu mettre de l'ordre dans tout et de s'appliquer. Car c'est la seule chose importante, de s'appliquer. Et que c'est un peu le but de l'apprentissage aussi. Hein. C'est vraiment le but d'apprendre son métier. Et qu'il aura déjà catché au Japon, je crois. Non, c'est pas encore là. Mais en tout cas, il commençait à un peu se faire connaître. Il est allé dans d'autres promotions jusqu'à ce qu'il va à la WCW où il est en tant que Cactus Jack seulement. Je crois seulement Cactus Jack. Hein. Si ça avait été Cactus Jack Mason, là c'est sûr il aurait déjà été surnommé, mais il a déjà utilisé ce surnom. Et il parle de sa rivalité avec Sting, où il adorait sa rivalité, et que ça l'a permis d'être aussi détesté, et aussi de continuer son avancée avec la WCW, ou encore face à Vader, où il parlait à quel point Vader était très rude. Ouais, il était très très rude. Et que ça ne l'a pas empêché de continuer à catcher. Et aussi, quand il était en tant que Jack Foley, il parle de la fois où il s'était fait allumer par Dynamite Kid, avec un coup de la corde à linge qui a une, on va dire, une dislocation de la mâchoire, ou encore un coup de boule directement dans la tête qu'il a réellement senti passer. Donc il était mal en point, mais ça ne l'a pas empêché d'arrêter le catch. Au contraire, il a continué. Après, ça n'allait pas très bien à la WCW, donc il a été engagé par Paul Heyman à la ECW. Et là, il parle ECW et le Japon. Alors, il faisait des allers-retours entre le Japon et la ECW. Et qui parle de son côté hardcore. Car je crois c'est au Japon où il va plus se découvrir. Pour son côté extrême, parce que le Japon, certes, c'est un pays sportif, mais c'est aussi un pays où le hardcore, il n'est pas épargné, que c'est du hardcore à la japonaise, tout simplement. On va dire du puro hardcore, si on peut qualifier ça. Vaut mieux trouver une idée créative sur ça. Et que il parlait lorsqu'il faisait un deathmatch, ring or barbire deathmatch. Vous voyez les cordes des rings, ils sont remplacés par des barbelés. Où on ajoute du C4. Du C4, c'est des explosions. Un coup qu'on va dans les punaises. Dans les punaises, qu'est-ce que je raconte? Un coup qu'on va dans les barbelés, il y a une explosion. Mais une grosse explosion, ça faisait pouf.
et pas comme les explosions qu'on a eues à la AEW. À part qu'on courait dans les cordes, mais sinon, pour la fin, c'est vrai qu'elle était désastreuse. Hein. Mais en tout cas, au Japon, il est beaucoup plus réaliste. Hein. Des fois, ça peut même arriver avec des électricités ou que de l'explosion. Et bien là, au Japon, c'était que du C4, où il avait affronté notamment Terry Funk. Et c'était, attendez, à la IWA Japan, je crois qu'il racontait ça, Mick Foley, qu'il avait déjà été à la IWA Japan, et aussi FMW, donc Frontier Martial Wrestling, donc c'est ça la FMW, où au Japon, ben, il a été considéré comme ben, un demi-dieu du hardcore. Et d'ailleurs, c'est un peu le cas. C'est un peu, on va dire, le côté demi-dieu du hardcore. Car s'il a fait connaître au public le côté hardcore, ben, c'est grâce à lui qu'il a réussi aussi à faire ouvrir la voie à d'autres catcheurs hardcore. Certes, ils vont pas devenir des grosses stars par rapport à lui, mais il les a tentés. Il les a tentés coûte que coûte. Et qu'il va être surnommé Mick Foley le roi des deathmatch. Enfin, le roi du match de la mort. Voilà. Et après un coup qu'il a terminé son run à la ECW et au Japon, eh ben, il va tenter sa chance à la WWE, où cette fois-ci, il sera sous le nom de Mankind. Donc Mankind, je vous avais déjà présenté, à quel point c'est quelqu'un de très dérangé, quelqu'un de très fou, de très dérangeant. C'est aussi un psychopathe, et aussi il est étrange, hein. Il est terriblement étrange, ce personnage, car des fois quand il crie, eh ben, il crie comme une truie, il s'arrache même les cheveux, et on voit son corps un peu meurtri, par exemple les cicatrices, notamment de son bras gauche, et il y en a d'autres, hein. Par exemple, j'aurais pu en parler aussi, ah ben non, il n'est pas trop tard pour en parler, mais à la WCW, lorsqu'il faisait en tournée en Allemagne, je crois, où il a affronté Vader en Allemagne, et c'était là où il s'était fait arracher l'oreille, parce que vous vous demandez pourquoi Mick Foley, il manque des bouts d'oreille à son oreille droite, alors que l'autre, il a une oreille normale. Eh bien, tout simplement, quand il a voulu foncer sur Vader, eh ben, il s'était enfoncé la tête dans les deux cordes, et qu'un arbitre a dû retirer la corde de sa tête, et c'est à ce moment-là où l'oreille s'est arrachée. Hein. Il faut pas croire, hein. C'est pas des cordes de protection, hein, car c'est pas des cordes en petit tissu, ce n'est pas des ficelles, ce n'est pas des cordes tout mou. Non, non, non. C'est pas, on va dire, c'est pas des cordes où ils te font pas mal. Hein. Au contraire, quand on court dans les cordes, ben, ça fait mal au bras, ça tape dans les bras, et des fois, ben, ça laisse des empreintes au dos. Ou encore quand tu te réceptionnes mal, voilà, eh ben, tu peux te briser la cheville, ou encore, si jamais tu as ton visage sous les cordes et que on tape dessus, ben, tu peux saigner du nez ou perdre une dent. Hein. Et que souvent, ben, le truc qui m'énerve avec les fans, enfin, les soi-disant fans de catch, ou alors les rageux, ce qui m'énerve avec les rageux, c'est que ils n'arrêtent pas de critiquer en disant oui, mais c'est chiqué, c'est de la gonflette parce qu'ils sont hyper musclés, oh, c'est des guignols parce qu'ils incarnent un personnage et qu'ils sont en slip, c'est n'importe quoi, c'est de la comédie. Ou encore quand j'étais en discussion avec un ami, bien sûr qui regarde pas toujours mes vidéos sur YouTube, c'est pas Cédric, hein, c'est un autre ami, car Cédric, je le remercie quand même et je le salue toujours. Mais c'est pas lui, hein, car il y a un ami que je contacte en privé et qui dit que le catch, c'est que de l'acrobatie. Est-ce que vous y croyez, vous? Le catch, c'est que de l'acrobatie. Alors déjà, j'ai un avis différent et j'ai un avis général plus clair.
Non, le catch, ce n'est pas que de l'acrobatie. Parce que si c'était de l'acrobatie, ben, c'était pas du catch. C'est un cirque. Et le catch serait pas du catch, ce serait un cirque, un catch de cirque. Et que c'est assez dommage qu'en France et en Belgique, on prend le catch ben, pas comme un sport. D'ailleurs, il y en a qui le considèrent même pas comme un sport, ou alors il y en a qui prennent ça que pour du spectacle. Mais moi, je dis, et je le dirai jusqu'à... Même que j'arrêterai YouTube, ou encore jusqu'à la fin de ma vie, le catch, c'est un sport spectacle. Et coûte que coûte, je la défendrai. Et si un abruti qui ose ouvert ben son cul, quand je parle de cul, je parle de sa bouche et pas de ses fesses, quand il y a un abruti qui dit ça, et ça concerne aussi l'ami en question que je discute en privé, que si tu penses, on va dire, si vous pensez que le catch, c'est que de la comédie, que c'est des trucs de clown, ou encore que c'est trop bourrin, ou c'est trop violent, ah oh, putain, c'est de la boucherie, des mecs en sang, j'ai jamais vu ça. Bref, ça donne à chaque fois des mauvaises images du catch. Et que on essaye de mieux, on va dire, passer le message, on essaye mieux de passer le message, mais je sais pas, les gens, à mon avis, c'est des moutons. C'est vraiment des moutons. Et attention, je n'insulte pas les moutons, car d'ailleurs, j'adore les bêtes, mais voilà, je ne manque pas du respect aux moutons. Les gens, ce sont des abrutis parce qu'ils ne savent rien du tout et ils font ouais, comme s'ils savent quelque chose. Et par exemple, avec cet ami en question que j'ai parlé en privé, bien sûr, il y avait fort longtemps, mais aussi, je parle toujours, il disait que en plus, il est fan de catch, un peu comme moi. Il disait que le catch est chiqué. Alors que t'es fan, tu dois pas dire ça. Normalement, quand tu es fan, tu dois pas dire chiqué. Parce que déjà, le terme chiqué, je le déteste. Et que je le chie sur celui qui a inventé chiqué ou truqué. Enfin, truqué, c'est le truc le plus connu. Alors oui, on sait que c'est scénarisé. On sait que c'est faux qui ne se battent pas... on va dire sauvagement. Parce que ils veulent nous montrer de la bonne bagarre, mais sans se faire mal. Parce que déjà, le catch, c'est pas du MMA. Et qu'on sait que le catch dans le MMA, on sait que ça existe. Car d'ailleurs, la plupart des combattants de MMA, ils ont testé le catch. Et les catcheurs, ben, ils ont déjà testé au MMA. Il y en a qui ont échoué. Et il y en a un qui a réussi. Et l'autre qui a failli tenter de réussir, mais que malheureusement, c'est pas le même niveau. Mais voilà. Donc ça, c'est un conseil à ceux qui prennent le catch de haut, ou alors ceux qui font semblant d'aimer le catch et qui n'assument pas du tout. C'est un peu le même rapport avec mon pote, mais sauf que voilà, c'est pour le faire comprendre que le catch, ce n'est pas de l'acrobatie, ce n'est pas que ça. Certes, il y a des gens qui font de l'acrobatie, mais ça, c'est ceux qui ont des talents particuliers. Car quand tu fais des relais acrobatiques, c'est plus, on va dire, les poids moyens. Il y en a qui sont hyper taillés, il y en a qui sont hyper safe. Mais sinon, de dire que c'est l'acrobatie, excusez-moi, c'est prendre les gens pour des cons, et c'est de la mauvaise foi. Donc c'est un peu pour ça que je décide d'en dire plus. Parce que, certes, avec cet ami que je discute depuis longtemps, j'essaie de lui faire comprendre à chaque fois que le catch n'est pas que ça. Car le catch, c'est aussi un bon sport. Moi-même, je le considère comme un sport. Même quand j'étais gosse et qu'on m'avait dit que c'était truqué, moi, je disais que moi, je vois ça comme du sport. Tout simplement. Pour envoyer tout le monde à la merde, quoi. Parce que j'emmerdais sous celui qui crache dessus. Parce que quand vous regardez un film, vous voyez bien que c'est faux. Vous voyez bien que ce sont des acteurs. Mais on ne peut pas s'empêcher d'être fan. Donc, considérez ça, le catch, comme ça. Mais on peut considérer comme du théâtre, du sport théâtral. Voilà. J'ai pas d'autres idées en tête, si ce n'est que j'ai dû voilà, expliquer un peu le côté ça, parce que souvent, ben, y a des incompris finis, quoi, et que je suis obligé de passer le message. Et que je veux un peu protéger cette discipline. D'ailleurs, il n'y a pas que des mecs bourrins. Vous allez avoir tous les styles. Le côté bagarreur, le côté
agile, le côté puissant, le côté un peu showman, parce qu'il faut savoir que un catcheur, il faut savoir aussi jouer un peu le bon acteur. Parce que quand quelqu'un incarne un personnage, eh ben, on est dans la peau du personnage, mais tout en donnant, on va dire, l'impression qu'il est bon dans son personnage. Car moi, je vois de ce côté ça. Et que, voilà, quoi. Par exemple, si vous dites que le ring, c'est un trampoline, excusez-moi, mais le ring, ce n'est pas un trampoline. Le ring, certes, il bondit, mais ça, c'est les ressorts. Parce que quand vous voyez bien sous les photos, on construit des rings, que ce soit ring carré ou ring hexagonal, ou n'importe quel ring de forme. Eh ben, il y a toujours des ressorts, mais aussi les chutes sur du bois et une petite couche de protection qui ne protège pas beaucoup des chocs, parce qu'il faut savoir qu'un coup qu'on se prend on va dire un choc en tombant, il faut savoir mieux se réceptionner. Et d'ailleurs, si vous avez un club de catch à côté de chez vous, si jamais vous êtes étudiant catcheur, faites-moi savoir, ou alors vous n'êtes peut-être pas obligé de me le dire. Ça dépend de vos goûts. Si vous acceptez de parler avec moi ou pas du tout, voilà, ça dépend de vos choix. Et que si vous avez des questions, posez-les moi, je serai un peu clément à vous discuter. Je crois que je assez trop m'attarder dessus, mais voilà, je parle directement de ça. Donc j'étais passé au niveau de Mankind, où j'ai déjà un peu expliqué sur la carrière du bonhomme. Après, il était passé en version Dude Love. Ça, c'est quand il ramène un peu le côté disco. Il ramène un petit côté disco dans sa manière de catcher. Et que on se rappelle qu'il y avait les Mankind, Dude Love et aussi Cactus Jack. Donc dans la même pièce. Et après, on se demandait, mais qui est le vrai Mick Foley, quoi? Qui est le vrai Mick Foley? Alors qu'en vérité, on va dire que on connaît un petit peu le côté mise en scène et aussi du montage. Hein. On connaît un petit peu sur le côté du montage. Par exemple, si le catcheur se fait filmer, par exemple, dans un fond ou je sais pas moi, ils peuvent ajouter des sosies, on ajoute des voix. Dans les côtés comme ça, tout est possible. Hein. Sachez que tout est possible. Et que Dude Love, c'est quelqu'un qui adore donner de l'amour, quelqu'un qui fait danser les filles, un peu le côté disco des années 70. Donc le côté hippie aussi, parce que Dude Love, c'est aussi un côté hippie, car il est plutôt peace and love, frère. Bref, c'était marrant quand même. Après, il parle du Hell in a Cell, donc ça c'est quand il était en mode Mankind, où ça va un peu le faire connaître, car c'est là où il a un peu failli mourir, Mankind, notamment avec les 2 chutes du haut de la cage. La première, c'est quand il a une chute soit table des commentateurs, où Jim Ross croyait que l'Undertaker l'avait réellement tué, ou encore quand il revient, où il passe à travers le grillage de la cage, où il atterrit directement sous le ring, et si je crois bien, il se prend la chaise en pleine figure, et que c'est là où il a eu une commotion cérébrale. Et qu'il explique, Mick Foley, qu'à ce moment-là où il a reçu une grosse chute, il se rappelait de rien du tout. Donc à mon avis, c'est la chute de trop pour lui. Et que c'est pas son corps qui agit tout seul, mais c'est son cerveau. Car je crois que Mick Foley, il était déjà plus là, quoi. Il était passé un peu de l'autre côté. Et que c'est un peu son côté instinct de catcheur qui a répondu. Et que du coup, il a pris énormément cher face à l'Undertaker. Et c'était aussi à ce moment-là où sa dent, il s'est retrouvé dans son nez, quoi. Le trou de son nez. Vous allez peut-être dire, mais comment est-ce possible? Même moi, j'ai pas l'explication. Je n'ai pas l'explication, malheureusement. Mais tout ce qu'on sait, c'est que un coup qu'il avait fini de se prendre des punaises dans le dos, et que c'est là où l'Undertaker, il décide de faire un Tombstone Piledriver. D'ailleurs, le match est directement ici. Enfin, là. Voilà, c'est directement là. Mais
Mais voilà, c'était à ce moment-là où Mick Foley, il était considéré comme un dieu, quoi. Vu comment, certes, il en a pris plein la figure, mais il n'a pas lâché et, euh, et il mérite tout le respect du monde, surtout. Et qu'il nous raconte une petite histoire, surtout avec Vince McMahon, parce que Vince McMahon et la plupart des catcheurs étaient présents dans son reportage, et que Mick Foley, il avait parlé à un chiropracteur ou médecin apparemment qui est français, et que, anecdote pour l'oreille arrachée, pardon, et ben c'est un arbitre français qui avait pris l'oreille coupée de Mick Foley, qu'il avait mis dans sa poche. Et que là c'est un médecin français euh, qui lui parlait en disant s'il allait bien, il sait en quel jour on est, et que Mick Foley, il répondait un peu bizarrement en disant il a eu des punaises, hein. Dites-moi qu'il y a eu des punaises. Et ben le médecin français lui avait dit Mick, regarde ton bras et regarde ton dos, t'es rempli de punaises. Ou encore, il nous raconte quand, quand il avait parlé au téléphone avec sa femme, parce que oui, Mick Foley c'est un père de famille, et qu'il expliquait à sa femme des choses, il racontait un petit peu n'importe quoi, et que sa femme n'a rien capté du tout ce qu'il a dit. Donc la preuve par là que ce match lui a beaucoup impacté physiquement et mentalement, mais ça l'a pas empêché de devenir très intelligent. Voilà, donc c'était sa période où il est devenu ultra populaire. Ensuite, l'idée de Monsieur Soko, tout ça c'est venu lorsqu'il a fait une visite à l'hôpital pour voir Monsieur McMahon, et qui disait que c'était un mauvais ventriloque, vu comment il faisait sa voix de toujours, mais qu'il ne fonctionne pas. Et pourtant, c'est un truc tout bête que les fans, ils vont adorer. C'est un truc tout con, hein, je vous jure, c'est un truc tout con, mais que les fans ont accroché. Et après, il parle de The Rock. Donc c'est là où il parle de sa rivalité avec The Rock. Un premier temps, on fait passer le Rock pour le méchant de service, jusqu'à ce que Mick Foley, il le bat, et qui devient pour la première fois champion de la WWE, et qui disait à ses enfants et à sa femme qu'il avait réussi, et qui nous a fait un peu une Rocky, que je vous avais déjà expliqué dans le DVD sur Mick Foley, en disant « Adrian, j'ai gagné !» il a osé le dire. Et après, avec les rivalités qui s'ensuivent avec The Rock, ils ont commencé à faire une équipe qui va s'appeler The Rock and Sock Connection. Voilà, une équipe fun. Et aussi avec deux catcheurs. On dirait qu'ils sont pas faits pour s'entendre. Mais en vérité, ils sont ultra potes. Mais on a adoré le côté drôle de Mick Foley. Et aussi le côté, on va dire, un peu insolent du côté de The Rock. Mais les deux savaient très bien déconner. Hein. Franchement, ils savaient très bien déconner. Ça fonctionnait très bien en équipe. Et après, il parle de son côté écrivain. Comme je vous avais déjà expliqué, oui, Mick Foley est un écrivain, car sa passion, c'est la littérature, qu'il adore écrire et qu'il a déjà sorti des bouquins, qui apparemment sont été des immenses succès. J'avais eu le reportage comme quoi, lorsqu'il a écrit un livre, ça a été un immense succès, et qu'il est doué pour écrire. D'ailleurs, je crois que c'est un des meilleurs écrivains dans le catch, je pense. Après Chris Jericho ou Bret Hart ou d'autres catcheurs qui se sont mis à l'écriture. Parce que oui, Chris Jericho aussi, c'est un écrivain. Et Bret Hart également. Donc ces mecs-là, ils peuvent se vanter d'avoir réussi en littérature tout en fonctionnant, quoi. Et après, sa rivalité avec Triple H. Donc il parle de sa rivalité où sa feud a très bien fonctionné. Même s'il savait très bien que c'était l'heure pour lui de prendre sa retraite. Lors de WrestleMania 16 en 2000. Et qu'après, lorsqu'il va chez lui, il n'a pas d'autre activité derrière. Il est plus concentré sur ce qu'il fait sous ses projets. Par exemple, son côté littérature, s'il a encore d'autres projets. Et que même quand il se promène dans la rue, les gens le reconnaissent. En disant « Ah, c'est Mick Foley !» Après, il dit « Non, c'est pas vrai, vous confondez avec quelqu'un d'autre. »
Ben si, ça se voit. Il manque, il manque une oreille. Ah merde, il disait. Bref, c'était drôle quand même de la part de Mick Foley. Ou encore, il avait monté une association où il aidait les enfants handicapés et aussi les étrangers qui n'ont pas de logement, qui n'ont pas de loyer. Donc il a fait, on va dire, une offre caritative. Et quand il revient à la WWE, on l'a donné le rôle de commissionnaire. Et quel commissionnaire! Car le commissionnaire déjanté. Quelqu'un qui a des bureaux partout, dans les toilettes, dans les douches, dans les vestiaires, même dans le parking. Ça peut même arriver aussi dans l'arène, dans le ring, ou encore dans les caves, dans la salle des machines, dans tout ce que vous voulez. Il a eu des bureaux partout. Après le temps du départ, c'est là où je pense qu'il va quitter la WWE pour aller un peu dans les circuits indépendants. Et que j'aime bien, c'est que CM Punk, il intervient dans ce reportage en disant que Mick Foley l'avait découvert quand il a affronté Samoa Joe à la Ring of Honor. En plus, il explique, hein, CM Punk, il explique. Et ça fait, on va dire, quelque chose d'entendre le nom de Samoa Joe dans ce reportage. Car, oui, Mick Foley, il a déjà été à la Ring of Honor, comme je vous avais déjà expliqué dans le DVD du Summer of Punk. Et qu'il a joué aussi le rôle du commissionnaire. Et que, même si je pense qu'il n'est pas resté très très longtemps. Et c'était pareil pour Matt Hardy, hein, il n'était pas resté très longtemps. Et voilà, et donc ça fait un peu plaisir d'entendre la plupart des catcheurs, surtout CM Punk, d'en parler de Mick Foley. Voilà. Après, quand il revient, il affronte directement Randy Orton, où il va propulser la carrière d'Orton en un match hardcore. Et après, quand il parle de faire la différence, il va encore augmenter le rythme. Et il va aussi rendre over Edge, qui va le faire de lui aussi une plus grosse star. Après, il parle déjà de prendre sa retraite, mais après, on sait déjà où est-ce qu'il va aller. Il ira à la TNA, justement. Donc c'est là où il parle, même quand il va revenir, il revient toujours de très bonne humeur, toujours en très bon terme avec la WWE. Après carrière de stand-up. Donc c'est là où j'ai parlé notamment de ces associations pour protéger les enfants malades et les personnes en difficulté. Et que malgré qu'il ne catche plus, il mène quand même une vie paisible. Et d'ailleurs, sa fille, je crois, elle s'appelle Noël Foley. Elle considère son papa comme son modèle, comme son super-héros. Donc, c'est mignon de voir une fifi à papa. C'est tellement mignon. Mais bon, c'est extraordinaire. Donc, tout simplement extraordinaire. Et qu'il en termine là-dessus. Et qu'il dit qu'il se sentait tellement bien. Et du coup, c'est la fin du reportage. Maintenant, je passe directement au match. Voilà. Et un match qui figure déjà dans le DVD que j'avais déjà fait une review dessus. Donc, c'est là où Jack Foley fait équipe avec Lee Thornton contre les British Bulldogs. Et que c'est là où il a eu une mâchoire disloquée et qui s'est reçu un double coup de boule. Même si Lee Thornton j'avais dit qu'il servait un peu à rien. En fait, c'est oui et non. Certes, il a déjà combattu, mais sinon, il n'a pas fait grand-chose pour aider Mick Foley, tout simplement. Car c'est là où il se fait battre par les Bulldogs, en description. Ensuite, à la AWA All Stars Wrestling, en octobre 1988, Cactus Jack Mason contre Gory Young. Enfin, avec Gory Young, qu'est-ce que je raconte contre? Avec Gory Young contre Scott Steiner et Billy Travis. Un match que je ne connaissais pas du tout aussi, mais que si je crois bien, Cactus Jack, il a voulu, on va dire, battre Steiner et Billy Travis, mais que si je crois bien, c'est Steiner et Billy Travis qui bat Cactus Jack et Gary Young, même s'il avait pas mal de prises, par exemple les descentes du coude à sa renommée. Voilà. Mais ce match-là, pas mal, je mets 3,5. Ensuite, à Wild West Wrestling, en avril 1989, Cactus Jack Mason, là c'est purement Cactus Jack Mason, contre Brickhouse Brown,
Donc c'est un catcheur qui est pas très connu malheureusement. Et que si je crois bien, Cactus Jack va mettre à mal Brickhouse bah, à répétition. Il va un peu chuter sur lui. Enfin, chuter oui et non, mais un peu le shooter. Voilà. Et que si je crois bien, il va battre Brickhouse Brown avec un double arm DDT. Et ce match-là, 3,20. Et là, Powerhouse en mars 1990, ou 90 si vous préférez, où il affronte Keith Hart. Donc là, c'est que Cactus Jack. Et oui, Keith Hart, il a déjà catché lui aussi, et que c'est le frère de Bret Owen, Bruce Hart, et tout ce que vous voulez dans la famille Hart. Donc, il a déjà affronté l'un des frères Hart, même si c'était pas le favori Cactus Jack, mais il aura fait un bon match. Malgré tout, il aura fait un bon match, mais que malheureusement, si je crois bien, il se fait battre par Keith Hart. Jugez-moi si je me trompe, hein, si vous avez ce DVD. Si on va dire, il y a une erreur, je peux corriger, par exemple en écrivant. Mais voilà, ce match-là, 3,5. 3,5. Et je sais pas si c'est à la WCW, mais Powerhouse, c'est plutôt à la WCW, je crois. Et que c'est là où il affronte Sting dans un match I Quit. Enfin, abandon. Ouais, que par soumission, on peut appeler ça comme ça. Et que, si je crois bien, c'est Sting qui arrive à le faire abandonner avec le Scorpion Death Drop. Enfin, qui est un sharpshooter. Donc c'est victoire de Sting. Ensuite, à Clash of the Champions, 18, je crois. Bon, les chiffres, ça m'aide pas du tout. Hein. Franchement, ça m'aide pas du tout, mais j'essaie de trouver une cohérence. Donc, encore désolé si je me trompe de chiffres. Mais voilà, l'important, c'est essayer de dire au mieux. Et c'était le 21 janvier 1992. Donc, un match où tous les tombés comptent partout. Donc, Cactus Jack, Mason ou seulement. Contre Van Hammer. Où il va vraiment aller au-delà de un peu de l'extrême, et que vous savez que c'est un fou, qu'il adore prendre des risques, et qui va mettre à mal son adversaire, et que si je crois bien, Van Hammer a voulu essayer d'en terminer, mais c'est Cactus Jack qui fait un double arm DDT à l'extérieur du ring, notamment peut-être sur la poubelle ou sur une chaise, et que c'est lui qui remporte le match. Pour ce match-là, en description, si je l'ai oublié de dire, et ce match-là, 3,5. Et là, si je crois bien, à la ECW. Donc à Afterlander Rob, Philadelphie, en mai 1995, ou 95 si vous préférez. Match de barbelé. Cactus Jack contre Sandman. Donc oui, un match hardcore entre les deux hommes. Et quel match hardcore. Hein. Franchement, quel match hardcore. Hein. Et il y avait pas mal de scènements de promo également dans ce qu'il faisait. Et que si je crois bien, il n'hésitait pas à s'enrouler de barbelés dessus, Cactus Jack. Même Sandman, vu comment il est bourré. Donc lui, c'est sûr, il peut aussi se coucher dans les barbelés ou dans les punaises, ça lui fait rien du tout. Ah, faut dire qu'on est sous l'emprise de l'alcool, on ne sent rien. On ne les sent pas passer. Mais que malheureusement, je crois que c'est sûrement victoire de... Je vais pas dire de conneries, mais je vais dire Cactus Jack qui bat le Sandman. Avec ce match-là, c'est un 3,40 pour le côté extrême. Là, à CyberSlam, en février 1996. Et à chaque fois, il y a tout le temps des commentaires alternatifs entre Mick Foley et Joey Styles. Là, parce que je vois qu'il a des commentaires alternatifs. Et que c'est là où je crois que Cactus Jack il fait une promo face à Shane Douglas. Et que je m'en rappelle de la fin. Et qu'à l'époque, on parlait déjà de The Rock Mankind. Où Mankind, il avait
les mains attachées dans le dos avec des menottes, et ben sache qu'à la ECW, Cactus Jack il a fait pareil avec Shane Douglas. Donc ça veut dire Cactus Jack il avait les mains attachées par les menottes. Et je crois que c'est l'arbitre qui lui avait donné les menottes à Shane Douglas. Et que Douglas il va lui asséner des coups de chaise dans le crâne. Donc on va dire c'est un peu lui qui est à l'origine des coups de chaise dans le crâne. Et que Mick Foley a dû donner l'idée à The Rock de lui faire la même chose. Mais en plus mémorable. Donc ça je l'ai vu récemment et que je me suis dit, maintenant on comprend pourquoi ça existe le plagiat. Et que malgré tout ces victoires de Shane Douglas. Pourquoi? Parce qu'il a réussi à battre Cactus Jack en mettant des coups de chaise dans le crâne. Et qu'il en a profité, quoi. Il s'était pas retenu, sans retenue, tout à fait. Et que ce match-là, ben, 3,50. Car le match était pas mal, mais aussi très brutal. Très 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 brutal. Voilà. Un match que j'ai déjà cité dans le Taggart Classics des In Your House, donc c'est Cold Day in Hell, le 11 mai 1997. Donc Mankind face à Rocky Maivia, The Rock. Et non, ce n'est pas le nom de son père, cinéphile. Si jamais tu le dis ça, je vais te contredire. Certes, Rocky, c'est le prénom de son père, Maivia, le nom de famille de son grand-père. Voilà, je le dis pour ceux qui ne l'ont pas compris. Et voilà. C'est là où il est en mode Mankind, où The Rock, ben, il était sifflé, on entendait des Rocky Sox, que Rocky Sox, hein, on n'entendait pas encore les Die Rocky Die, et attention, ce n'est pas, on va dire, pour que le Rock meure tout de suite, hein, parce que Cinéphile s'est emballé en disant, ouais, le public menaçait The Rock, ou alors le Rock menaçait le public, bref, ce type ne savait pas de quoi ce qu'il racontait. Et que moi j'ai dû être clair et franco avec vous. Alors déjà, je vais vous dire ce qui est un peu réel. Déjà, la foule ne va pas demander la mort d'un être humain. C'est plutôt le personnage. Donc ne confondez pas l'humain et le personnage. Tout simplement. Et que malgré tout, c'est Mankind qui bat Rocky Maivia avec le Mandible Claw. Donc il le bat en description. Voilà. In Your House Canadian Stampede, malheureusement je ne l'ai pas. Le 6 juillet 1997, où Mankind affronte Hunter Hearst Helmsley. C'était un match normal à la base, mais qu'à la fin, si je crois bien, c'est Mankind qui ressort vainqueur à cause d'une disqualification. Si je crois bien, c'est Chyna qui a dû faire disqualifier Triple H. Comme ça. Pour moi, je n'ai pas d'autre raison. Je n'ai pas d'autre raison de le dire, mais tout ce que je sais, c'est que Triple H s'est fait disqualifier à cause de Chyna. Et que, malgré tout, Triple H, ça se voyait qu'il ne voulait pas remporter le match, mais il voulait détruire de Mankind. Et que je me rappelle qu'ils sont battus dans le public, et même à l'extérieur, alors qu'il faisait encore jour, alors que Triple H, Hunter Hearst Helmsley, eh ben, il saignait du visage, mais que ça n'a pas empêché Mankind de commencer son série de destruction. Et ce match-là, ben, 3,40. 3,40. DVD 3 maintenant. Donc, Dude Love contre Rocky Maivia. À Raw le 17 novembre 1997. Avec le personnage de The Rock ben, qui commençait à devenir arrogant aux yeux du public. Tandis que Dude Love, ben, lui, c'est plus le côté glamour, le côté ben, la vie en rose. Le côté hippie, le côté funky. Et que le Rock, il arrivait jamais tout seul, car il est accompagné par la Nation of Domination. Et que, si je crois bien, Dude Love, il avait l'avantage, notamment en faisant le Double Arm DDT. Et qu'il faisait le tomber, mais la Nation intervient. Et du coup, ben, c'est victoire de Dude Love par disqualification. On n'en sera jamais des disqualifications comme ça. Une fin que je déteste. Et qu'après, ben, Stone Cold vient nous sauver ben, de l'agression de Dude Love. Voilà. Et que malgré tout, ce match-là, je lui mets un 3,50. Car il était pas mal, même si c'est pas exceptionnel, mais je mets un 3,50.
Ensuite, King of the Ring, 28 juillet 1998, dans un LNSL match. Ça, j'ai déjà dit. Beaucoup dit, même. Donc, c'est là où il y a les deux chutes du haut de la cage. Et une chute dans les punaises. Et que malgré que Mankind s'en prend plein la gueule, il continue. Et qui prouve qu'il n'est pas mort, qu'il est encore vivant. Et qu'il aura réussi un petit exploit, franchement. Et malgré qu'il s'est ressorti perdant, dans le fond, dans le cœur des fans, il est ressorti vainqueur. Car dans les yeux du public, on va dire, quand l'Undertaker détruit Mankind, ben c'est plus pour faire passer l'Undertaker pour le méchant. Alors qu'à la base, quand c'était l'Undertaker qui se faisait détruire par Mankind, ben c'était Mankind le méchant et l'Undertaker la victime. Et là, c'est les rôles inversés. Donc très bien amené. Et ce match-là en description, honnêtement, je vais mettre en description. À Raw le 13 juin 1998. Match pour les titres par équipe, du monde par équipe. Mankind et Kane contre le New Age Outlaws. Donc, est-ce que j'ai besoin de les présenter? Rock Dodge, Jesse James, Badass Billy Gunn. Kane et Mankind, pas besoin de les présenter, vous les connaissez tous très bien. Et que, si je me rappelle bien, ils capturent les titres alors qu'il y avait l'apparition de la Nation pour distraire les membres de la DX. Parce que oui, la Nation of Domination est en guerre face à la DX. Mais ça a permis à Kane et Mankind de remporter les titres. Je crois qu'il y avait un tombstone de la part de Kane et qui remporte le match. Donc ce match-là, 3,40 aussi. Ben, In Your House Rock Bottom, le 13 décembre 1998. Match pour le championnat de la WWE. Mankind contre The Rock. Donc c'est sûr que je l'ai déjà noté. Je l'ai déjà noté dans ce match-là. Et que oui, le Rock, il a eu un In Your House avec son propre nom de sa prise de finition. Rock Bottom. Et que ça commençait déjà par une promo où, on va dire, il contredit Monsieur McMahon en disant qu'il n'abandonnera jamais. Même si on doit lui forcer à abandonner, il n'abandonnera jamais. Car il n'abandonnera jamais parce qu'il va atteindre son seul objectif, devenir champion. Donc pour lui, c'est ce qui compte le plus. Donc c'est là où il affronte The Rock, ça se partait dans tous les sens. Et d'ailleurs, les deux, ils auront enchaîné pas mal de matchs. Beaucoup, pas mal de matchs. Et si je crois bien, c'est là où le Rock, il bat Mankind. Je sais pas s'il y a une stipulation, mais faut dire, j'ai déjà fait des reviews que je m'en rappelle plus, hein, mais je sais bien que celui-là, je l'ai déjà noté. Mais on va dire que c'est victoire de The Rock, pour éviter que je me trompe. Voilà, victoire de The Rock, ce match en description. Plus que 3 après, c'est terminé. Donc à SmackDown le 2 septembre 1999, match pour le championnat de la WWE, enfin, par équipe de la WWE. Mankind et The Rock, donc la Rock and Sock Connection, contre Triple H et Stephanie, enfin, Shane McMahon, pas Stephanie. Oh putain! Oh putain! Donc c'est pas Stephanie, c'est Shane McMahon. Triple H et Stephanie McMahon. Ça y est, je recommence! J'ai ce nom en tête. Donc, Triple H et Shane McMahon. Voilà. Donc la Rock and Sock Connection contre Triple H et Shane McMahon. Donc c'était pour les titres par équipe. Et si je crois bien, c'était eux les champions, Mankind et The Rock. La Rock and Sock Connection. Et que si je crois bien, ils détruisent leurs adversaires. Qui est Shane McMahon et Triple H. On va dire The Rock il prend Triple H. Et Shane McMahon, lui il prend Mick Foley. Mais que Mick Foley, il va pas, on va dire, se gêner de aller franco avec Shane. Car il se donne à fond, il lui donne une sacrée rouston. Et si je crois bien, le maillon faible de cette équipe, ce sera Shane McMahon, car il va se recevoir un double People's Elbow. Donc le People's Elbow de The Rock et le Elbow de Mankind. Voilà, donc ça fait double People's Elbow. Et du coup, c'est victoire de la Rock and Sock Connection. Voilà. Ce match-là, j'ai vraiment bien adoré. Je lui mets 3,50. Voilà. Ensuite, à SmackDown, le 16 décembre 1999, Mankind contre Al Snow.
Vous savez que ces deux-là, ce sont de véritables amis dans la vraie vie, et qu'ils ont le même sens de l'humour. Mais ils n'ont pas un peu les mêmes styles de catch assez similaires, si ce n'est que Al Snow, lui, c'est plutôt le côté comédie, vu comment il a toujours à sa disposition Head, donc tête de mannequin. Et ben, Mankind, ben, lui, c'est plus le côté fou et aussi le côté humour. Donc je vous cache pas, il a un côté humour dans son catch. Et que malgré que Al Snow s'est très bien défendu, c'est Mick Foley qui bat Al Snow avec un double arm DDT. Voilà. Le match, rien de particulier, mais très court. Ce match à 3,20. Ensuite, le dernier de ce DVD, dommage qu'il n'y en a pas d'autres, mais ça peut aller. No Way Out, 27 février en 2000, dans un match NSL, titre contre carrière, tout était en jeu. Donc c'est là où Cactus Jack, ben, il met sa carrière en jeu. Je pense que c'est plus pour le personnage que Mick Foley en lui-même. Je pense que c'est plus du côté de ça. Et que on se rappelle ben, que la WWE a dû mettre des cadenas ben, à la porte pour éviter que Cactus Jack, ben, il s'enfuit de la cage. Et pourtant, il va quand même réussir à s'enfuir de la cage en jetant un escalier dans le grillage et qui va aussi passer à travers le grillage. Et qui va aussi passer à tabac Triple H, que ce soit dans le ring, à l'extérieur, ou même au-dessus de la cage. Et que, si je crois bien, Triple H, il avait pris le madrier barbelé et qui lui a, on va dire, foutu dans les cheveux de Cactus Jack. Et c'est là où les gens le scandent asshole, donc trou de fesses, ou trou de cul si vous préférez. Mais après, malgré tout, Cactus Jack, eh bien, il riposte très très bien et il va mettre le feu au madrier barbelé. Il essaie de faire cramer Triple H, donc il va un peu lui cramer le visage, mais pas sur le corps, car il va se faire prendre un coup de pied dans les parties. Mais le spot final, c'est quand Cactus Jack, il a voulu faire son double arm DDT, mais c'est là où il passe à travers le grillage de la cage et que il explose une partie des planches du ring au passage. Et après, ben, Triple H, ben, il va l'allumer avec des sacrées droites. Et il décide d'en terminer avec le pedigree et il bat directement Cactus Jack. Donc c'est là où normalement il doit prendre sa retraite, Cactus Jack, mais pas Mick Foley. Mais ce sera jamais la dernière avec Cactus Jack. Et ce match-là en description, vu comment je l'avais déjà noté. Et j'en ai directement fini avec cette review sur For All Mankind, The Life and Career of Mick Foley. J'espère que la vidéo n'aura pas bugué parce que j'ai eu un petit peu peur qu'il buguait parce que j'avais fait une vidéo récemment qui avait bugué. Faites-moi savoir si l'autre vidéo il bug ou pas. S'il bug, ben, je dois essayer de régler la note. Enfin, la donne. Et pareil pour la vidéo que je suis en train de filmer actuellement. Et j'ai pas de DVD à montrer, donc voilà. Car le reste, ce sera cadeau. Et que je vous en dis pas plus. Mais bon, pour achever. Le documentaire, les matchs et l'ensemble, parce qu'il n'y a pas de bonus, mais il n'y a que le documentaire et les matchs à l'ensemble. Vu comment j'ai apprécié le reportage et les matchs, je lui mets un 3,5, enfin un 4,5 pardon, je lui mets un 4,5. Voilà. J'ai bien apprécié et il était pas mal ce coffret. Et après on sait que Mick Foley sera Hall of Famer, tout simplement. Voilà. Donc cette review est terminée, c'était DVD Pro Catch. J'espère que cette review vous a vraiment beaucoup bien plu. Si cette vidéo est review, je le dis tout le temps, mais vous avez compris, vous plaît réellement, vous savez ce qu'il vous reste à faire. Likez la vidéo, commentez, partagez, abonnez-vous à ma chaîne, cliquez sur la petite cloche pour avoir plus de notifications des prochaines vidéos. Et moi, ben, je vous dis bonne journée, bonne soirée à tous. Au revoir tout le monde pour une prochaine vidéo à suivre. A plus à tous les fans de catch.